Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Potier, je suis vice-président de l'association Caprice. Je pense que Patrick, tout à l'heure, tu en diras un petit mot, puisque c'est le président. Je suis aussi, effectivement, je travaille aussi pour l'École Maroc pour la partie expertise des réseaux, et puis d'autres fonctions, puisque je suis aussi secrétaire du groupe de travail sur HQE, sur la partie eau. Bref, et quelques autres casquettes qui nous permettent d'avoir une vision un peu générale de la problématique de la qualité de l'eau. On a souhaité, parce qu'il y avait une demande sur le Maroc, monter une conférence qui tourne autour des réseaux et de l'eau, forcément, avec une forte connotation sur la partie légionnelle et peut-être un petit peu de flash sur les pseudomonas, puisque ça reste les deux bactéries les plus couramment rencontrées sur l'hôtellerie ou sur les hôpitaux. Pour ça, on s'est entouré d'associations, donc 4 associations, Afquarisme, qui travaille beaucoup sur les référentiels des hôpitaux, l'association de stérilisation, qui forcément encadre les problématiques de qualité d'eau, et la société d'hygiène, je fais ça de mémoire, la société d'hygiène dont le président est présent, et la fédération de l'ingénierie qui travaille effectivement avec les ingénieurs sur la conception des réseaux. On a eu beaucoup de chance parce que dans les intervenants, on a les 3 structures d'État du ministère de la Santé, qui sont l'Institut national d'hygiène, la DELM et Pasteur qui travaille sur la recherche de l'eau. Et ça, je pense que vous, dans vos présentations, vous aurez peut-être une petite introduction. Donc ça, c'est un honneur pour nous, parce que avoir le ministère de la Santé comme intervenant sur ce type de conférence, ça permet d'avoir des informations extrêmement pointues. On a aussi la chance d'avoir le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui nous accompagne sur cette conférence et qui est très au courant des guidelines, puisque c'est eux qui, en général, les éditent et les rédigent. Donc là, Olivier, tu nous expliqueras pourquoi vous avez accepté de venir aussi. Et puis, effectivement, 2 intervenants complémentaires qui viennent de France sur la partie d'expertise des réseaux et qui vont aussi se présenter tout à l'heure. On va fonctionner, donc merci de couper vos portables. Vous avez vu, comme on en a parlé tout à l'heure, qu'on était en direct. Ça a aussi l'avantage de pouvoir être visionné par des personnes qui habitent trop loin ou des personnes qui sont aussi sur la France, qui souhaitaient participer à cette conférence. On a prévu 3 modules. On a un timing extrêmement serré. Donc je vais être obligé de faire la police régulièrement sur le timing. Et on va fonctionner sur 3 modules avec les intervenants qui vont venir, si les 2 premiers veulent bien s'installer, qui vont venir sur la table d'honneur. Et à la fin de chacun des modules, on pourra poser des questions. Ça évite une chose, c'est de poser des questions à chaque intervenant, alors que la réponse est peut-être dans la présentation suivante. Donc on va déjà poser le contexte. Excusez-moi, je vais essayer de parler plus doucement, ça va se poser un peu. Donc on va poser le contexte de la qualité de l'eau et des réseaux, pour ensuite déboucher sur les guidelines, la vision de la France et puis la perception des demandes sur les hôpitaux et sur les hôtels. Et ensuite, on rentrera vraiment dans les canalisations avec toute la problématique liée à la conception et au choix des matériaux, et surtout à la surveillance des réseaux. Je vous propose de prendre ma place. Vous préférez quoi D'accord. En tout cas, Monsieur Poitier, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci aussi pour les organisateurs d'avoir impliqué le ministère de la Santé, notamment la DELM, la Direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies. Je me présente tout d'abord, je suis Wahabi Rachid, je suis le chef de la division hygiène du milieu. Dans cette division, nous avons plusieurs services, dont notamment un qui s'occupe principalement de l'eau potable et de la qualité de l'eau dans les réseaux. Et je me fais l'honneur de vous présenter un peu un cadrage réglementaire de cette thématique de contrôle de l'eau et de la qualité de l'eau au Maroc.
Voilà. Ma présentation s'articulera autour de 4 axes, si vous permettez. La première, c'est de vous parler un peu de cette loi cadre marocaine sur l'eau. Nous avons une loi cadre qui a été adoptée récemment. En fait, c'est juste une adaptation, une actualisation de l'ancienne loi 1095. Maintenant, elle s'appelle la loi 3615. Elle a été réactualisée. Et je voudrais surtout zoomer sur les dispositions relatives à la qualité dans cette grande loi. La loi parle de tous les aspects, mais il a certaines dispositions réglementaires qui sont spécifiques à la qualité de l'eau. Puis, les textes d'application de la loi sur l'eau. Je vous annonce tout de suite que ce sont des textes de loi anciens qui ont été adoptés sur la base de l'ancienne version de la loi. Le gouvernement, en cas des administrations concernées, travaille actuellement sur l'actualisation des décrets, mais elle reste, d'application, puisqu'on n'a pas encore les nouveaux textes d'application qui ont été adoptés. Je vais aussi zoomer là par rapport à un décret très spécifique qui traite de la qualité de l'eau potable, et puisque l'eau de réseau dans les bâtiments, c'est de l'eau potable. Donc, c'est un décret très important. Et je terminerai par les normes qui traitent de la qualité. Comment on surveille la qualité, sur quelle base on surveille la qualité de l'eau au Maroc. Donc, par rapport à cette loi 3615, il y a tout d'abord l'article 2 de cette loi, qui annonce les grands principes de la loi. J'en ai choisi 2 qui me paraissent très en relation avec la qualité de l'eau. C'est le principe de pollueur-payeur. Et puis, le fait que la prévention est très importante et qu'il doit être implanté à travers l'évaluation, l'appréciation des impacts des activités susceptibles d'affecter de l'eau. Ça, c'est un principe important. L'article 23 traite des normes de la qualité, puisqu'il dit que la qualité de l'eau, quelle qu'elle soit son utilisation, ils seront fixés par norme. Donc, s'ils sont destinés à l'irrigation, ils auront des normes. S'ils sont destinés à l'eau potable, ils auront aussi des normes d'application obligatoires. L'article 31-34 traite des autorisations, des concessions d'utilisation du domaine hydraulique et il traite aussi de la dégradation de l'eau. L'article 74 traite des contrats de concession, notamment de dessalement. Et dans cet article-là, il est bien dit qu'il y a des dispositions, notamment par rapport au contrôle sanitaire de la qualité des eaux lorsqu'ils sont dessalés, les eaux de mer lorsqu'ils sont dessalés. L'article 80, là, ça traite des ABH et spécifie les missions des agences de bassin hydraulique, notamment en matière d'études nécessaires à l'évaluation et au suivi de la qualité des ressources en eau en général. L'article 89 traite des commissions provinciales. Le 90, c'est un article très important parce que c'est lui qui annonce la nécessité que l'administration élabore un plan national de l'eau. Et dans ce plan national, bien sûr, seront fixées les priorités par rapport aux priorités nationales par rapport aux ressources en eau, comment on va mobiliser l'eau, etc. L'article 91, traite des plans régionaux, ce qu'on appelle les PDER, les plans directeurs d'aménagement des ressources en eau. Et ces PDER comportent notamment des objectifs à atteindre en matière de qualité et les dispositions, les mesures qui doivent être effectuées en termes de préservation qualitative des eaux souterraines et superficielles. Il y a aussi l'article 95 qui traite des plans régionaux d'aménagement du territoire et qui dit que ces plans d'aménagement du territoire doivent respecter les orientations du plan national de l'eau. Il y a une section dans cette loi récente sur la préservation de la qualité des eaux. Donc cette section comporte 8 articles et traite principalement des déversements, comment doivent être gérés les déversements, que doivent être contrôlés, comment ils sont autorisés, etc. La section préservation des eaux souterraines traite principalement des périmètres de sauvegarde et des périmètres de protection. Ça, c'est très important pour préserver la qualité de l'eau. Et puis, un chapitre spécifique à la police des eaux, c'est-à-dire quels sont les agents de l'administration qui seront chargés d'inspecter l'utilisation de l'eau sur le territoire national et de voir le respect de toutes les dispositions réglementaires qui sont édictées par cette loi. J'en arrive à une section qui est très spéciale, qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la section eau aux usages alimentaires.
dans la même loi 3615. Donc, dans cette section, il y a un article 48 qui dit que les eaux à usage alimentaire doivent satisfaire les normes de qualité. Donc, c'est une obligation réglementaire que lorsque un producteur ou bien un opérateur dispense de l'eau à la population, il se doit que cette eau respecte les normes en vigueur. L'article 49 prescrit quelques interdictions, notamment qu'il ne faut pas distribuer de l'eau qui n'est pas conforme, mais aussi autorise l'administration à donner des dérogations dans les cas particuliers. Et l'article 50 donne plus de précision par rapport au périmètre de protection, puisqu'il parle de protection immédiate, rapprochée, éloignée, et qui doivent être délimités autour des ouvrages de prélèvement d'eau destinés à l'eau potable. L'article 52 traite de la production des eaux potables. Donc, et là, il spécifie que l'administration, on verra tout à l'heure que cette administration a été spécifiée comme étant le ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé devrait spécifier la liste des additifs, des réactifs et des procédés de traitement, et que la liste des matériaux aussi vont entrer en contact avec l'eau potable, doivent être normalisés par le département de la Santé. L'article 53 traite de la surveillance. Donc on va aussi, ça aussi c'est un article qui a été détaillé dans le décret de l'eau, et vous allez voir plus de détails à ce propos. Donc voilà, ça c'est les grands articles, les grandes dispositions réglementaires dans la version récente de la loi sur l'eau et qui traite de la qualité de l'eau. Ce sont des dispositions qui m'ont paru les plus importantes par rapport à la qualité de l'eau. Maintenant, comment mettre en œuvre cette loi? Il faut bien sûr des textes d'application. Les textes d'application actuellement en vigueur, ce sont d'anciens textes. On s'attend à les actualiser parce que juste il faut rectifier le nom de la loi, mais aussi ajouter des dispositions qui n'existent pas dans les anciennes versions de ces textes, mais quand même ils restent toujours en vigueur. Donc là, je les cite tout simplement. Il y en a plusieurs. Donc il y a un décret qui traite sur la pollution des eaux, un autre qui traite de la procédure de déclaration pour la tenue à jour des inventaires de ressources en eau, un autre qui traite de la délimitation des zones de protection, un autre qui traite de la procédure d'élaboration et de révision des plans directeurs d'aménagement, et un autre qui traite des déversements. Mais le plus important parmi ces décrets, il y a aussi des arrêtés qui fixent les normes de qualité, des arrêtés qui fixent la grille de qualité des eaux de surface, des arrêtés conjoints sur l'utilisation de l'eau en domaine hydraulique. Et le décret le plus important, à mon sens, c'est le décret 2-05-1326 qui traite des eaux à usage. Et là, je prendrai un peu plus de temps pour vous annoncer quelles sont ces dispositions. Je peux les catégoriser ou bien les stratifier en 6 catégories. Il y a des dispositions qui traitent de la définition réglementaire de l'eau, des dispositions qui traitent de l'obligation de déclaration de non-conformité, la procédure de dérogation, parce que c'est possible de déroger à cette norme, mais sous certaines conditions très, très spéciales, l'autorisation de traitement, la ravitaillement de population par tonneau et citernes, et en dernier lieu, comment on surveille et comment on contrôle l'eau au Maroc. Donc par rapport à la norme de qualité, comme j'ai dit tout à l'heure dans la loi, ça c'est repris ici dans ce décret, les normes de qualité de l'eau sont fixées par arrêté conjoint. Ça, c'est précisé par le département de l'eau, de l'environnement et de la santé. Le producteur et distributeur d'eau potable sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à tout moment aux normes précisées. Et éventuellement, des demandes de dérogation aux normes peuvent être délivrées par le ministère de la Santé, mais surtout, il faut souligner ça, ces demandes de dérogation ne peuvent pas concerner les paramètres sanitaires. Et en cas de non-conformité, lorsque dans leur exercice de surveillance, les producteurs décèlent une non-conformité, ils ont l'obligation d'informer les autorités, notamment le ministère de la Santé, les collectivités locales, etc., et d'effectuer bien sûr immédiatement les investigations nécessaires pour déterminer les causes et de prendre en concertation avec le ministère de l'Intérieur et le département de l'Environnement et toutes les structures concernées pour essayer de rectifier la situation. Par rapport au traitement des eaux à usage alimentaire, c'est juste pour rappel, mais chaque traitement est assujetti à une autorisation du ministère de la Santé. Donc le détail est là, ce n'est pas le plus important dans le contexte de cette conférence.
Le revêtement aussi, ça a été prescrit dans son décret. Et lorsqu'il y a des conditions spécifiques ou spéciales, par exemple, lorsqu'il y a la sécheresse ou il y a un manque d'eau, il se peut que l'administration fasse appel à l'approvisionnement par citerne. Et dans ce cas-là, ces citernes-là, ou bien les sociétés qui ravitaillent la population par citerne, se doivent d'avoir une autorisation du ministère de la Santé. J'en arrive à la surveillance et contrôle sanitaire de la qualité des eaux et usages alimentaires. Donc, la première disposition, c'est que les producteurs et distributeurs de l'eau potable doivent assurer une surveillance de la qualité de manière permanente. Donc, c'est une obligation. Il faut que, par exemple, à Rabat ici, que la REDAL, à l'ONEP, puisque c'est l'ONEP qui est producteur, à Casablanca, c'est la société je ne me rappelle pas son nom, les 12 régies qui existent au Maroc, tous les distributeurs et tous les producteurs se doivent d'assurer une surveillance permanente, continue de la qualité. Les résultats de surveillance en principe se doivent d'être adressés au moins une fois par an au service du ministère de la Santé. Les laboratoires spécialement agréés pour l'analyse de ces eaux sont désignés. Donc, on ne peut pas faire appel à des laboratoires qui n'ont pas cette autorisation du ministère de la Santé et du département de l'eau. Et puis, pour ce qui concerne le contrôle sanitaire de l'eau, parce qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la surveillance qui est obligatoire pour le producteur, mais le ministère de la Santé a aussi une obligation de faire des exercices de contrôle de qualité supplémentaires pour vérifier est-ce que tout se passe bien. Et pour cela, le ministère de la Santé commissionne des agents pour procéder à ce contrôle. Et ces agents-là, bien sûr, pour se faire ce travail, ils ont libre accès aux installations et ils ont libre accès aux résultats de la surveillance. Là, c'est les dispositions réglementaires. Un peu plus technique, d'une manière plus technique, quelles sont les normes? Donc, il y a 2 normes, à mon sens, qui sont les plus importantes. La première, c'est la norme 037001. Et cette norme-là dit le principe suivant. En dehors de la liste des paramètres, il y a un énoncé qui me paraît très important. Il déclare que l'eau d'alimentation humaine ne doit contenir en quantité dangereuse ni micro-organismes, ni substances chimiques nocives. Et en outre, elle doit être agréable à boire et autant que les circonstances le permettent. Et il ajoute qu'avec ce principe-là, on a choisi 54 paramètres qui nous ont semblé le plus importants. Et on a fixé pour chaque paramètre une valeur maximale admissible qui ne doit pas être dépassée dans l'eau potable. Mais on dit aussi que lorsqu'un paramètre ne figure pas dans cette liste, on doit se retourner vers les directives de l'OMS. On doit utiliser les directives de l'OMS pour statuer. Un zoom sur le paramètre pathologique, puisque nous sommes une conférence qui traite de la légionelle, et j'ai entendu parler qu'on est intéressé par le PCBNA. Dans notre norme nationale, nous avons des indicateurs de contamination fécale. On suit les indicateurs de contamination fécale. Et on a 2 qui sont des paramètres à effet sanitaire, les Escherichia coli et les entérocoques intestinaux. Et on a 3 autres qui sont suivis par les opérateurs juste pour vérifier est-ce que leur système, le procédé de traitement marche bien. Donc ça, c'est la norme qui spécifie les seuils de potabilité. La deuxième norme, la 037002, de quoi elle parle? D'abord, il catégorise les sites de vérification. On a choisi 3 types de sites. La ressource, c'est-à-dire là où l'eau brute est épuisée, l'entrée de réseau et à l'intérieur de réseau. Ce sont les 3 sites qu'on a spécifiés dans notre norme nationale et qui doivent être surveillés de manière continue. Pourquoi ces sites? La ressource, c'est pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas de contamination majeure qui vient perturber l'eau avant qu'elle soit traitée et que cette eau qui a été, en principe, ça nécessite une autorisation au préalable avant qu'elle soit utilisée pour exploiter, pour produire de l'eau, et il doit répondre à une norme, à une grille de qualité autre que celle que j'ai annoncée tout à l'heure. Donc, juste pour vérifier est-ce que cette grille de qualité est toujours respectée. À l'intérieur de réseau, à l'entrée de réseau, pardon, pourquoi? Pour faire la part des responsabilités. Parce que nous avons au Maroc
des producteurs et des distributeurs, et il est nécessaire de statuer sur la responsabilité. S'il y a une contamination, est-ce qu'il est avant d'entrer le réseau ou bien à l'intérieur du réseau? Et à l'intérieur du réseau, pour vérification finale, est-ce que l'eau que consomme le citoyen marocain, est-ce qu'il respecte bien les normes? Il y a 6 catégories d'analyse. Il y a la T1R et la T1C qui doit être effectuée à l'intérieur du réseau, la T2R et la T2C, et la T3S et la T3P. T2C et T3P, c'est à l'entrée de réseau, et les T3S, c'est les ressources superficielles, et les T3P, c'est les ressources profondes. Et pour chaque catégorie de ces analyses, il y a une liste de paramètres qui doivent être vérifiés, qui doivent être analysés. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important. On a distingué entre surveillance à effectuer par les opérateurs et contrôle sanitaire à effectuer par le ministère de la Santé. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, on responsabilise les producteurs, on leur demande une fréquence beaucoup plus, comme ça a été dit dans le texte de loi, d'une manière continue, ça veut dire une fréquence très élevée. Et aussi au ministère de la Santé, on a aussi mis des normes, des fréquences un peu plus légères, mais qui sont réglementaires, que le ministère de la Santé doit respecter. Oui, c'est la fin. La fréquence de prélèvement, bien sûr, comme partout ailleurs, ça dépendra de la population de la ville. Autant la ville est importante, autant on va exiger un peu plus d'échantillons. Et en dernier lieu, le contrôle sanitaire aussi a obéi à cette règle. Et j'ai terminé. On va attendre cette présentation-là et après on posera des questions sur ce premier module, si vous voulez bien. Merci, Monsieur Poitier. Donc, je remercie vivement bonjour les présents. Je remercie les organisateurs de cette journée de qualité qui a vraiment sollicité l'Institut Pasteur pour pouvoir contribuer par son savoir-faire à animer cette journée. Alors, moi, l'animation. Si vous voulez, vous êtes dessus sur le bouton là, ou le dessus gauche. Ici, avant, arrière. Alors, bon, je suis Dr Mliji Mustafa, donc je suis responsable du laboratoire de la microbiologie des eaux et hygiène de l'environnement à l'Institut Pasteur du Maroc. Donc, je vais vous parler de la bactérie qui nous intéresse beaucoup plus cette journée. C'est Legionella pneumophilae dans les réseaux d'eau chaude sanitaire et surtout dans les établissements hôteliers. Donc, on va parler de l'état des lieux et la prévention. Alors, parlons un petit peu d'historique de cette bactérie. Donc, Legionella, comme vous le savez, c'est une bactérie qui n'est pas très ancienne. Donc, ça a été découvert des années 90 lors du 58e congrès de l'American Legion de l'armée des États-Unis organisé en Philadelphie dans l'hôtel Bellevue Stratford. Alors, à l'époque, parmi les 4400 participants, il y avait eu 182 pneumopathies qui ont été décelées avec 29 décès. Vous voyez que le nombre, c'est significatif. Alors, dans le monde, on note chaque année 25 000 cas de la maladie qui est liée à cette bactérie et 1000 à 2000, par exemple, cas sont diagnostiqués en France avec un taux de mortalité vraiment significatif qui est de 10 à 20%. Alors, on peut se poser la question, quelles sont les particularités de cette bactérie? Alors, les Legionella, comme vous le savez, c'est une bactérie à gram négative pour les microbiologistes, donc de taille de 0,3 à 0,9 microns de large et de 2 à 29 microns de long. C'est une bactérie aérobe, non sporulée, non acido-résistant et non capsulée. Donc, il appartient à la famille de Legionella avec 50 espèces, dont figure l'espèce pathogène Legionella pneumophilae, avec bien sûr 70 sérogroupes, et c'est le sérogroupe 1 qui appartient à Legionella pneumophilae qui est, si vous voulez, le plus souvent, dans 90% pathogène.
Alors, ce qui est important, c'est parler de, si vous voulez, de l'habitat de cette bactérie. Donc, bactérie, c'est une bactérie ubiquitaire, ça veut dire au sein des environnements, que ce soit des environnements aquatiques naturels ou bien artificiels. Donc, c'est une bactérie hydrotellurique, on peut la trouver dans les eaux douces, les lacs, les rivières, dans la nature, des marais, terres humides, etc. Donc, une autre particularité, c'est qu'elle se produit au sein des protozoaires et c'est une bactérie dite intracellulaire. Donc, au sein des amibes liées, par exemple, l'eau. Donc, la croissance de cette bactérie, donc, si vous voulez, elle est exigeante. Elle tolère des températures de 25 à 45 degrés, avec un pH, bien sûr, vous regardez, c'est 6, 8 à 7, et c'est le pH de l'eau. Donc, la croissance, elle est difficile, bien sûr, sur le milieu synthétique, et il exige des milieux beaucoup plus, si vous voulez, exigeants. Alors, toujours dans l'habitat de cette bactérie, de point de vue colonisation des, si vous voulez, des écosystèmes artificiels, donc c'est une bactérie de raison d'eau chaude sanitaire, à savoir, surtout, les collectivités, à savoir, elles colonisent par exemple les réseaux des hôpitaux, des hôtels et des immeubles, du fait de certaines caractéristiques. Pourquoi? Parce que ce sont des réseaux de grande taille et vétusté, et existant aussi des bras morts, voire même des températures lorsqu'il y a des défauts thermiques, et lorsqu'il y a des concentrations en chlore qui permettent bien sûr la survie de cette bactérie inférieure à 1 ppm par litre. Aussi, la présence des fameuses, si vous voulez, structures qu'on appelle le biofilm, ça aide cette bactérie, si vous voulez, à toujours être présente sur les réseaux. Aussi, l'existence de certains, ou bien l'utilisation de certains matériaux spécifiques comme le fer, le zinc et le PVC, ça encourage cette bactérie d'être présente. Donc, également, c'est une bactérie également colonisatrice secondaire des eaux domestiques, savoir on peut la trouver au niveau des balnéothérapies, saunas, bains aromaux, brumisateurs, etc. Donc, pas mal d'installations qu'on peut technologiques, bien sûr. Alors, maintenant, on va toucher à l'épidémiologie de cette bactérie. Cette bactérie cause deux types d'infections. La première infection, c'est une, si vous voulez, fièvre, ça s'appelle la fièvre de Pontiac. Donc, c'est une maladie banale, donc l'incubation est de quelques heures. Donc, ça ressemble à une simple grippe et c'est passagère, c'est banal, sans gravité. Alors, la deuxième maladie qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la légionellose. Donc, la légionellose, c'est une pneumonie bactérienne et c'est la maladie sévère, bien sûr, due à une infection provoquée par Legionella pneumophila. Alors, pour pouvoir contracter cette maladie, il y a trois conditions. Il faut que la bactérie existe, et surtout Legionella pneumophila. Il faut l'existence, si vous voulez, d'une certaine humidité de l'atmosphère, c'est-à-dire l'existence des aérosols, et il faut inhaler la bactérie vers le système respiratoire. Donc, l'infection grave peut être fatale, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, dans 10 à 20% des cas. Et c'est une MDO, c'est-à-dire maladie à déclaration obligatoire, dans pas mal de pays qui s'intéressent, bien sûr, à cette bactérie. Alors, on peut se demander quels sont les modes de contamination de cette bactérie. Donc, on peut contracter la légionellose suite à l'inhalation de fines gouttelettes d'eau, de taille, bien sûr, inférieure à 5 microns d'eau. Donc, souvent, les douches sont le lieu où on peut se contaminer. Donc, aussi, la contamination par ingestion d'eau n'a jamais été démontrée et que la transmission, c'est-à-dire interhumaine, la contagion homme à homme, n'a jamais été également décrite dans la littérature. Donc, maintenant, je vais parler de l'incidence de cette maladie, la légionellose. Donc, l'OMS, il affirme que l'incidence de la légionellose est en hausse et se situe actuellement aux 0,70 cas par million d'habitants ou bien 7 cas par 100 000 d'habitants. Par exemple, nous avons les données de la France de 2014. Il y a 1348 cas de légionellose qui ont été notifiés avec un taux d'incidence de 20 cas par million d'habitants. Donc, si l'on compare le taux d'incidence, par exemple, des autres pays, le taux d'incidence est supérieur, bien sûr, au taux européen, celui de la France, qui est de 1,8 pour 100 000 habitants en 2013. Mais proche des pays voisins tels que l'Italie et l'Espagne. Donc, au Maroc, l'incidence est encore méconnue vu qu'il y a sous-évalué, il ne suffit pas une MDO pour le moment. Donc, on ne dispose pas également des données sur la maladie de la légionellose.
Donc, je vais parler d'une particularité de cette bactérie, c'est qu'il peut vivre au sein des structures qu'on appelle biofilms, qui constituent souvent la tenue de camouflage de cette bactérie. Donc, les biofilms, que vous le connaissez, donc en définition, c'est un groupe de micro-organismes dans lesquels les cellules bactériennes, bien sûr, se collent les uns aux autres et ils produisent un exopolosaccharide où ils se cachent. Donc, si vous voulez, ça représente en quelque sorte la croûte qu'on peut trouver à l'intérieur de la canalisation que vous voyez sur la photo. Alors, ces biofilms-là, si vous voulez, de réseau d'eau potable, ils ont des conséquences et des problèmes. Donc, traitons d'abord l'action de ces biofilms sur le réseau de distribution et l'action sur le consommateur. Alors, comme vous voyez là, l'action sur le réseau, c'est qu'il contribue à l'augmentation de la turbidité et la sapidité de l'eau, changement de l'odeur, accélère les phénomènes, bien sûr, de biocorrosion. Également, les biofilms influencent les caractéristiques hydrodynamiques du système de l'eau. Alors, les actions sur le consommateur, les biofilms, bien sûr, d'après la littérature, sont, si vous voulez, le générateur de maladies d'origine hydrique et également des maladies très morbides, comme le cas, par exemple, des légionelloses. Comme vous le savez, on a dit le chiffre, 25 000 cas mondiaux par an. La particularité de cette bactérie, bien sûr, c'est que c'est une bactérie intracellulaire, donc elle vit au sein des protozoaires. Donc le fait qu'elle vit au sein des protozoaires, ces protozoaires-là leur confèrent une certaine résistance aux désinfectants qui sont habituellement utilisés pour désinfecter la canalisation. Alors maintenant, on va parler des facteurs de risque. Facteurs de risque, stagnation. Donc les légionelles se retrouvent là partout où il y a les bras morts, où il y a des conduites aux bâches inutilisées, postes peu utilisés d'eau, locaux en travaux ou bien eau inoccupée, présence de ballons eau chaude sanitaire et un réseau sur ou bien sous-dimensionné, c'est-à-dire de point de vue taille, et lorsqu'on a absence de bouclage au sein d'un réseau d'eau chaude sanitaire. Alors maintenant, facteur de risque température, mais avant d'entamer ce facteur, je vais vous parler, si vous voulez, des affinités de cette bactérie par rapport à la température. Alors, comme vous le savez là, on a un thermomètre bien sûr, le schéma d'un thermomètre. Cette bactérie-là, par exemple, elle peut survivre dans des valeurs de température inférieures à 0. Donc, survie impossible pour des valeurs de température inférieures à 0. Mais elle peut, si vous voulez, survivre, mais pas de multiplication pour des valeurs lorsqu'ils comprennent entre 0 et 20. Donc, entre 20 jusqu'à 45, c'est l'optimum de la division et de la prolifération de cette bactérie. Passer cet intervalle de température, c'est-à-dire entre 45 jusqu'à 60, la survie possible, mais pas de multiplication. Mais, si vous voulez, la température létale de cette bactérie, c'est au-delà de 60 degrés Celsius. Tout simplement, on peut se rappeler de cette température pour penser, si vous voulez, au choc thermique qu'il faut appliquer aux bactéries pour pouvoir, si vous voulez, désinfecter notre canalisation. Et là, c'est un autre volet. Facteur de risque température, bien sûr, je résume, il est lié à tout défaut thermique d'eau, à savoir les eaux froides lorsqu'elles sont réchauffées ou bien les eaux chaudes refroidies. Alors, facteur de risque des peaux, comme je viens de dire. Donc, source d'entartrage, donc absence d'adoucisseur sur l'eau chaude sanitaire, et source de corrosion lorsque le pH est adossé à une dureté proche de 0, ou bien l'absence de dégazeur, ou bien la chloration continue. Alors, maintenant, les facteurs de risque qui intéressent l'homme, donc ce sont les facteurs de risque, par exemple, hôtes. Donc là, je vais parler de facteurs de risque individuels, à savoir l'âge. Donc c'est une bactérie, facteur de risque. Plus qu'on est âgé, plus qu'on peut contracter cette maladie, ça devient sévère pour nous. Le sexe masculin, il est beaucoup plus, si vous voulez, vulnérable à cette bactérie, à la maladie comme par rapport au sexe féminin. Le tabagisme, si vous voulez, c'est un facteur aggravant de la maladie. La morbidité respiratoire et cardiovasculaire, la même chose. Et l'immunodépression, à savoir, si vous voulez, certaines maladies comme le diabète et les cancers. Facteurs de risque toujours suite. Bien, maintenant, je vais parler de facteurs de risque collectifs. Alors, tous les séjours dans les lieux où le réseau d'eau sont collectifs est susceptible d'être contaminé par, si vous voulez, par cette bactérie.
Donc, ce sont les endroits les plus à risque sont, si vous voulez, les établissements recevant du public en grand nombre, à savoir les hôpitaux, les hôtels, les campings et les stations thermales. Donc, maintenant, je vais aborder, bien sûr, l'origine de notre, si vous voulez, travail, ou bien l'origine de notre, l'occasion de se pencher sur le travail. Donc, pour garder sa bonne place comme pays touristique, le Maroc doit assurer un séjour, si vous voulez, sécurisé sur le plan sanitaire et cerner toutes les défaillances qui pourraient nuire à l'option de tourisme durable. Donc, l'expérience de l'Institut Pasteur également dans, si vous voulez, la sécurité de l'environnement, a permis d'identifier les risques liés à la prolifération de ce pathogène dans les réseaux au sein de nombreux établissements qui nous relient bien sûr avec eux une convention de travail. Donc pour cela, nous avons proposé un sujet, si vous voulez, un projet de recherche scientifique au CNRST et ça a été accepté et financé. Donc ce projet, si vous voulez, intitulé « Contribution à la détermination d'éléments d'analyse de risque liés à Legionella pneumophila dans les établissements recevant du public ». Donc c'est un projet, comme je viens de dire, financé par le CNRST, porté par l'Institut Pasteur du Maroc et le collaborateur, c'est le ministère du Tourisme et je suis le coordinateur de ce projet. Donc nous avons ciblé dans notre projet toutes les villes touristiques du royaume, à savoir Tanger, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakech, Ouarzazate, Agadir et nos provinces sud, la ville de Dakhla. Donc tout d'abord, nous avons créé, si vous voulez, un questionnaire donc, sur lequel nous avons collecté les informations propres à l'étude au sein d'un questionnaire et qui contient principalement des paragraphes qui nous donnent des renseignements sur la taille de la canalisation, type de la canalisation utilisée, l'âge de la canalisation, la source d'eau froide, le traitement principal à cette eau, les types de circuits d'eau, à savoir les températures de chaude sanitaire, et surtout les points de prélèvement. Et bien sûr, on a choisi souvent les zones probables de prolifération probable de Legionella pneumophile. Donc les livrables de ces projets, bien sûr, pour l'établissement hôtelier. Donc, on leur analyse bien sûr des échantillons travaillés gratuitement. On leur donne également un compte rendu relatif aux prélèvements réalisés. Et également, on peut leur donner des recommandations ou bien des formations pour maîtriser le risque de la surveillance des légionnaires dans leur réseau d'eau chaude sanitaire. Alors, pour l'Institut Pasteur, bien sûr, l'idée, pour l'objectif pour nous, c'était de créer une base de données sur le risque de cette maladie tout en travaillant sur cette bactérie de l'environnement, bien sûr. Bien sûr, on va cerner, et on a cerné déjà, donc toutes les défaillances qui pourraient nuire à l'option d'un hôtel salubre. Bien sûr, nous préservons la confidentialité et l'anonymat de tout organisme recruté par cette étude. Pour les autorités tutelles, l'Institut Pasteur, bien sûr, est prêt à communiquer avec les départements du ministère de la Santé, le TELM et autres autorités pour pouvoir, bien sûr, contribuer à l'élaboration d'une réglementation adaptée par des résultats de cette étude et l'utilisation de ces résultats, bien sûr, et de données pour le suivi de la sécurité et de l'hygiène dans les établissements recevant du public, en particulier les établissements touristiques. Alors, je vais parler de l'historique, si vous voulez, de quelques résultats de 2008 faits par l'Institut Pasteur. C'était le travail qui a été mené par le marhouma Dr Cohen et Dr McCord entre 2008 et 2013. Donc, ils ont travaillé sur, par exemple, 118 hôtels. Ils ont travaillé nombre de cas positifs, 43 positifs. Des usines, 33, c'est 4 positifs. Des salles de sport, 5 salles, 2 positifs. Donc, un total de 156 pour 49. Bien sûr, établissement touristique avec un pourcentage de 31,5%. Ça, c'est ancienne étude. Alors, nos données actuelles, donc l'enquête de notre données, à présent, nous avons, si vous voulez, impliqué 96 prélèvements sont réalisés dans 84 établissements hôteliers. Donc, le nombre de légionnaires pneumophiles, bien sûr, sérogroupe 1 était de 13 dans ces 84 prélèvements. Et les légionnaires pneumophiles sérogroupe 1 était de 36, donc un pourcentage de 51%. Donc, vraiment, c'est un chiffre significatif. De point de vue température, bien sûr, et en analysant les questionnaires,
on peut dire que 85% des structures visitées présentent un défaut thermique, bien sûr, qui est en faveur de la prolifération de cette bactérie. Du point de vue support, donc, il y a différents supports, Galval, Pepper et autres supports. Donc, nous avons remarqué d'après l'enquête que presque tous les établissements qui ont un défaut thermique, et souvent le Galva, dans 69% des cas, sont des structures où on a trouvé Legionella pneumophila positif. Donc, l'âge de canalisation également, c'est un paramètre important qui peut contribuer à l'installation de cette bactérie. Donc, en conclusion, je finis. Donc, 51% des échantillons sont qualifiés non conformes, vu l'existence de Legionella dans le réseau d'eau chaude sanitaire. Donc, pour le moment, en absence d'un réseau de surveillance au Maroc et en absence des données épidémiologiques de cette maladie, et vu l'effectif des échantillons positifs, je crois que le risque de Legionella existe au Maroc et la légionellose reste une maladie camouflée avec les autres pneumonies car non MDO pour le moment dans notre pays. Donc, il est temps de prendre conscience sur le danger du Legionella et son risque tout en renforçant les capacités nationales en matière de base scientifique et réglementaire. Donc, je remercie vivement la directrice de l'Institut Pasteur, le professeur Nariman Mdarli, qui a vraiment nous donné tous les moyens nécessaires pour pouvoir mener notre enquête, que ce soit à l'Institut Pasteur ou sur le terrain, le CNRST qui a vraiment financé le projet, le ministère du Tourisme et les délégations touristes qui nous ont facilité l'accès à leur établissement, et les organisateurs, bien sûr, de la présente journée de la qualité de l'eau, qui nous ont donné, si vous voulez, l'occasion de pouvoir partager avec vous notre savoir-faire. Et je vous remercie. Merci, je vous propose d'aller prendre... On va prendre quelques questions. Si vous voulez vous asseoir, une minute, merci. Je vous laisse le micro. Sur la partie réglementaire et sur la partie présentation des bactéries, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Wow. Bon, c'est que les présentations étaient claires. Donc, si je comprends bien, vous avez toutes les compétences au Maroc. Vous attendez juste que la maladie soit soumise à déclaration pour avancer un peu plus en profondeur sur le sujet. Ah, j'ai une question. Ah, allez-y, je vous laisse vous présenter. Bon, Monsieur Abeis, je suis directeur général d'un groupement d'études, expert dans le domaine de la sûreté aéroportuaire. Bon, du côté réglementation, je vous remercie de l'exposé clair que vous avez fait. Mais sur le plan contrôle, il y a une très bonne réglementation, mais vous savez que la distribution au niveau national se fait par l'ODEP, ensuite il y a les régies. Mais au niveau des consommateurs, au niveau par exemple des grands semi-publics, il y a un contrôle à l'entrée. Mais on n'a jamais vu, si vous voulez, des contrôles supervisés par le ministère de la Santé. Par exemple, au niveau des tours de contrôle de refroidissement, là où il y a la légionnaire, où il se développe d'une façon très importante, et d'ailleurs on avait fait beaucoup d'essais et de contrôles, même les produits qu'on importait, ils étaient inhibés, donc qui contrôle ces produits de traitement qu'on fait entrer de l'extérieur. Au niveau des TH, c'est-à-dire le pourcentage du calcaire qu'on injecte dans des installations à circuit fermé, à défaut des adoucisseurs adéquates et qui sont maintenus, parce qu'on oublie beaucoup le côté de la maintenance, on a dit tout à l'heure par le spécialiste de l'Institut Pasteur qu'on avait constaté des anomalies dans les circuits âgés. Mais lorsqu'on maintient d'une façon très rationnelle ces circuits, on les traite, on dépose les films qu'il faut avec des adoucisseurs, avec un pourcentage de contrôle, ils sont beaucoup mieux que des installations nouvellement installées et qui sont délaissées.
Un, deux, sur le contrôle de l'eau. Rappelle-moi juste votre institution. Vous êtes Bon, je suis bureau d'études, mais je suis donc spécialisé dans le domaine aéroportuaire et on avait donc conçu tous les aéroports du Maroc et on contrôlait tous les points où les gens peuvent prendre de l'eau. Et on était obligé de faire appel à des laboratoires pour contrôler. C'est-à-dire le TH, il ne respectait jamais les normes. Et lorsqu'on faisait une analyse bactériologique exhaustive d'un échantillonnage d'eau, on avait toujours des problèmes. D'accord. Merci beaucoup. Et je me pose la question, c'est-à-dire au niveau du contrôle national du ministère donc, de la Santé. Merci pour cette question très précise. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer très clairement. Nous nous basons sur une réglementation qui j'espérais avoir été très claire. Il y a un décret, il y a des normes d'application obligatoire. Et ce sont ces paramètres-là qui doivent être surveillés et contrôlés. Attendez, donc, j'ai dit qu'il y a deux responsables de la qualité. Il y a les producteurs d'eau potable, notamment l'ONEP ou bien la régie qui la distribue. Ils ont des fréquences. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer les tableaux. C'est des fréquences très poussées. Ça peut arriver à des milliers d'échantillons par mois. Et il y a aussi des fréquences pour le contrôle sanitaire. Si vous n'avez jamais vu un agent de la santé faire ce contrôle, on peut vous inviter à accompagner quelqu'un. Mais ça reste des contrôles sur les points publics. On s'adresse pas, on n'a pas la prétention qu'on va visiter tous les foyers des citoyens marocains. On choisit des sites qui sont représentatifs de réseau. Et ces agents commissionnés font l'inspection d'abord et puis font un prélèvement. Il prélève, là aussi, il prélève de l'eau, il analyse, il vérifie par rapport aux paramètres qui sont dans la norme. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la Legionella n'existe pas dans cette norme. Mais il y a le principe comme quoi l'eau ne doit pas être nocive pour la santé. Donc maintenant, dans cette conférence, j'espère que ça va pousser la réflexion pour dire que c'est un problème qui peut être grave au Maroc. Malheureusement, là aussi, on n'a pas de données, parce que ça a été dit par mon collègue, on n'a pas de données épidémiologiques sur la légionellose au Maroc. C'est vrai que nous avons eu des alertes au niveau du ministère de la Santé lorsqu'il y a des touristes qui passent au Maroc et qui reviennent chez eux, et c'est là-bas que la maladie est détectée, parce que ça demande quand même une durée d'incubation, et la maladie apparaît après le retour. Et là, nous avons déjà eu à instruire des cas très graves par rapport à quelques hôtels situés dans le nord et ailleurs. C'est d'ailleurs un des sujets qui va être abordé sur la deuxième table ronde. J'ai cru voir une deuxième question. Je vous en prie, vous vous présentez. Question courte, réponse courte. Merci, Monsieur Potier. Je tiens tout d'abord à vous remercier, les organisateurs de cette journée qui nous permet de débattre pas mal de choses en ce qui concerne cette qualité de l'eau. Je félicite les deux orateurs pour la qualité de leur présentation et j'ai une question brève pour Dr Mliji. Alors, en ce qui concerne cette légionelle, j'ai vu les résultats qui ont été présentés. Je vois que par rapport à la première enquête et la deuxième que vous avez réalisée, le taux de légionelle a augmenté. Alors, est-ce que parce qu'on est en train encore de chercher davantage, parce qu'il y a plus de recherches que le taux a augmenté, ou est-ce que effectivement on assiste à une augmentation de taux de légionelle? Deuxième chose, est-ce qu'il y a circulation de plusieurs sérotypes? Est-ce qu'il y a un clone qui est retrouvé un petit peu partout au Maroc dans cette enquête, où il y a plusieurs types ou sérotypes de légionelle? Et dernièrement, est-ce que, à la suite de ces résultats, est-ce qu'il y a un plan d'action? Qu'est-ce que vous avez fait auprès de ces établissements? Est-ce qu'il y a un plan d'action lorsque vous les avez avisés de présence de ces légionelles dans leurs établissements? Merci. Merci, M. Zrouali. Donc, en réponse à votre question, donc, la première question, c'était pourquoi la Legionella se regroupe 1 et se regroupe 2, 15, c'est ça?
Ah, d'accord, d'accord. L'augmentation de taux. Donc, cette augmentation de taux par rapport à la première étude qui était menée par Dr Cohen et Dr McCormick, c'était des résultats avec les organismes conventionnés. Vous savez, l'Institut Pasteur, c'est un établissement public à budget autonome. Ça veut dire qu'on travaille avec des clients qui veulent travailler avec nous. Donc, si vous voulez, c'était un échantillonnage, si vous voulez, de consentement. Les organismes avec lesquels on travaille, et lorsqu'on a trouvé des légionnaires positifs, on a, si vous voulez, statistiqué ces résultats. Par rapport à si vous voulez, l'enquête que je suis en train de réaliser en cours, si vous voulez, on s'intéresse à toutes les villes touristiques du royaume et on s'intéresse également aux hôtels classés. Ça veut dire que notre échantillonnage est beaucoup plus important et si vous voulez, ça représente, si vous voulez, presque tout le Maroc, depuis le nord jusqu'au sud. C'est pour cela que nous avons visité pas mal de structures hôtelières, nous avons trouvé un chiffre significatif des cas positifs et bien sûr, le pourcentage de la positivité, il est supérieur par rapport aux valeurs trouvées en 2013. Votre deuxième question? Alors, dans notre laboratoire de la microbiologie des eaux, hygiène de l'environnement, pour pouvoir, si vous voulez, après avoir identifié que c'est Legionella pneumophila, nous avons un protocole, donc qu'il y a, si vous voulez, technologie biomérie pour pouvoir diagnostiquer cette Legionella. On a un kit qui permet de diagnostiquer que le sérogroupe 1 et le sérogroupe de 15. Voilà. Pour le moment, nous avons le souche-tech et ça va faire l'objet, bien sûr, d'une étude assez poussée sur, si vous voulez, l'habillage moléculaire de ces souches-là. La dernière question. Voilà. Le plan d'action concernant quoi? Moi, je crois que c'est une très bonne question et d'ailleurs, je crois que c'est l'occasion d'aujourd'hui. Peut-être que l'Institut Pasteur, il est prêt à collaborer avec les autorités responsables de la réglementation, bien sûr, de l'environnement, de la qualité de l'eau, etc., à savoir le ministère de la Santé publique, TELM, autres organismes, pour pouvoir cerner cette problématique de cette bactérie et de la légionellose. Donc, on est prêt à collaborer, mais aux hôtels, ou bien, si vous voulez, aux organismes recrutés par l'étude, on leur réalise des formations et on leur donne des recommandations, si vous voulez, à leurs responsables techniques et ingénieurs, etc., pour pouvoir éradiquer cette bactérie de leur réseau lorsqu'elle est présente. Voilà. On a encore 8 présentations avec beaucoup de réponses certainement qui vont être apportées. Je vous propose de passer, je vous remercie pour votre intervention, messieurs. On va laisser la place à la deuxième table ronde. Gardez vos questions de côté. Vous avez aussi visualisé les intervenants. On va aller déjeuner ensemble. Vous pourrez éventuellement vous rapprocher d'eux. Mais si on veut respecter un peu le temps de parole de tout le monde, on est un petit peu obligé d'être... je vous en prie, si... Ouais. Ah ouais, c'est pas... Ouais, pardon. Ken, ouais. Ce sera peut-être moins fort là. Vous m'entendez? Non, je prends là. Bonjour à tous. Donc je me présente également, Olivier Correc, ingénieur de recherche et d'expertise au Centre scientifique et technique du bâtiment. Je tenais en préambule à remercier la société Nicole pour son invitation aujourd'hui et à vous tous de m'accueillir sur le sol marocain. Donc effectivement, en préambule, on a évoqué la présence du CSTB aujourd'hui. Alors pourquoi le CSTB au Maroc? On peut se poser la question un peu plus près. Voilà. Tout simplement parce que le CSTB a une vocation internationale et souhaite développer un certain nombre de partenariats de recherche et de développement sur les produits de construction. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, le CSTB aussi voit son paysage de marques de qualité évoluer et à destination non plus du territoire franco-français, on va dire, mais aussi à l'international pour l'application d'un certain nombre de marques de qualité. On l'évoquera tout à l'heure, notamment les avis techniques. Alors, moi, je vais vous faire part de ma propre expérience, sachant que je viens ici aussi pour échanger avec vous et pour avoir des retours de terrain qui puissent faire avancer les choses. En tous les cas, nous, de notre côté, on a eu un certain nombre de cas concrets à étudier et on s'est mis autour d'une table pour faire évoluer nos règles de l'art, on va dire,
du domaine de la réglementation, mais aussi du domaine technique qui relève plutôt de tout ce qui est para-réglementaire, donc tout ce qui est guide technique. Donc je vous ai mis un premier transparent pour non pas vous donner de manière exhaustive les informations sur cette réglementation, simplement pour vous faire noter qu'il y a beaucoup d'exigences réglementaires au niveau français sur les installations d'eau à l'intérieur des bâtiments, notamment d'eau potable. Sans rentrer dans le détail, parce qu'autrement il me faudrait la journée pour évoquer tous ces sujets un par un, ce qu'il faudrait que vous ayez en tête en sortant d'ici, c'est qu'on a des fortes contraintes tout d'abord sur les autorisations de mise sur le marché des matériaux qui sont destinés à être en contact avec l'eau destinée à consommation humaine, ce qu'on appelle chez nous le DCH, tout simplement puisque lorsque vous mettez en contact un matériau, qu'il soit métallique ou plastique, il ne doit pas avoir une atteinte sur la santé des consommateurs. Donc il y a tout un champ là-dessus réglementaire assez étoffé, avec beaucoup d'évolutions aussi au niveau européen, avec des spécificités que l'on parle de matériaux type canalisation accessoire, avec des ACS par exemple, attestation de conformité sanitaire, mais également sur les adhésifs qui, eux, doivent respecter une certaine composition pour être en contact avec l'eau potable. Donc c'est ce qu'on appelle les conformités aux listes positives. Alors vous avez des petits pictogrammes qui sont autorisés lorsqu'on a ces conformités, qui vous permettent tout de suite de vérifier que par exemple le pictogramme vert qui est destiné à l'EDCH, donc en contact avec l'eau potable, pour assembler par exemple de tuyaux. Donc réglementation relativement importante et assez complexe. Vous avez toute la notion de maîtrise des températures de l'eau froide et de l'eau chaude. Je pense que chez vous, il y a clairement une problématique sur la température de l'eau froide. La présentation juste avant a très bien noté que le maximum de croissance des légionelles se situait dans une gamme de, on va dire, de 35-45 degrés, si on veut donner des ordres d'idées. Aujourd'hui, en France, on a des références de qualité au niveau de l'eau froide de 25 degrés. Et on vous impose, pour certains types de bâtiments, d'avoir de l'eau chaude en permanence sur la distribution aller et retour d'eau chaude sanitaire, lorsqu'on a des réseaux d'eau bouclés, d'au moins 50 degrés, pour justement être soit supérieur à 50 degrés, soit inférieur à 25, pour ne plus être dans cette plage de développement. Donc ces contraintes sont notées dans 2 arrêtés, avec des contraintes réglementaires également sur les suivis de température et analyse de légionelles, dans des points stratégiques que malheureusement je n'aurai pas le temps de détailler ce matin, mais qu'on pourra échanger ensuite à la pause si vous le souhaitez. Parallèlement, vous avez aussi plus spécifiquement et de manière plus exhaustive un certain nombre de suivis de la qualité microbiologique de cette eau, à travers des arrêtés également et des circulaires. Notez que la circulaire du 9 novembre 2005, c'est un document qui est spécifique pour les établissements de santé, avec une catégorisation des différentes qualités d'eau qu'on peut retrouver à l'hôpital, l'eau bactériologiquement maîtrisée par exemple, ou le DCH, avec des paramètres et des références de qualité à respecter. Donc ces documents, si vous voulez aller les voir, ils sont disponibles et téléchargeables soit sur le site du ministère de la Santé, soit sur Légifrance. Et il ne faut pas oublier non plus, d'un aspect réglementaire, des choses un peu plus pragmatiques et techniques qui concernent les protections sanitaires. Quand on parle de protection sanitaire, on évoque là des systèmes anti-pollution qui sont mis en place pour éviter qu'on ait des retours d'eau liés à des dépressions ou des contre-pressions, on va dire, qui vont faire que l'eau du réseau intérieur, dans le cas où elle est polluée, viendrait polluer le réseau d'eau public et donc éventuellement d'autres bâtiments en aval. Donc ça, c'est une contrainte réglementaire qui est codifiée dans le Code de la santé et dans le règlement sanitaire départemental type. Je m'arrêterai là pour l'aspect réglementaire. C'est peut-être un peu frustrant pour certains d'entre vous. Si vous avez des questions, encore une fois, je suis à votre disposition à la pause pour en parler, puisque c'est une réglementation qui est très très forte, mais qui est parfois peut-être pas insuffisante, elle a le mérite d'être là, mais assez générale. Donc, associé à cette réglementation, il y a un certain nombre de guides ou de règles techniques qui sont également disponibles pour pouvoir construire un réseau d'eau de la meilleure manière qu'il se doit, de la conception, même je dirais même en amont de la conception, à la définition du cahier des charges de construction, que ce soit dans le programme ou dans le CCTP, pour arriver à un réseau qui soit de qualité sanitaire satisfaisante et en termes de fiabilité, de durabilité également. Parce que si vous avez un réseau qui distribue de l'eau de manière satisfaisante au niveau sanitaire mais qui est percé, vous ne pouvez plus assurer ce transport de l'eau.
Donc en termes de guide technique, vous en avez deux principaux sur la conception et l'exploitation qui vous dressent un certain nombre de procédures d'action à la fois correctives et curatives pour vous présenter effectivement quoi faire en cas de situation d'alerte. Vous avez un certain nombre de procédures de maintenance aussi préventives. C'est toujours mieux d'anticiper plutôt que d'intervenir une fois que le désagrément est présent. Et également des procédures de maintenance sur les dispositifs de protection anti-retour que je viens d'évoquer, qui sont assez nombreux. Ça part du disconnecteur BA jusqu'à la surverse totale AA. Nous avons, pour aller plus loin, spécifiquement publié un guide technique hydraulique sur la maîtrise du risque de développement de légionelle. On s'est aperçu que toutes les règles techniques existantes n'étaient pas satisfaisantes et pas complètes, notamment par rapport aux défaillances que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Donc on s'est mis autour d'une table, ce n'est pas le CSTB qui a décidé tout seul de publier des lignes directrices. On a sollicité un certain nombre d'acteurs nationaux pour pouvoir discuter, chacun avec son savoir-faire, que ce soit des maîtres d'ouvrage, des responsables techniques, des exploitants, des bureaux d'études, associations de consommateurs, de mémoire également, pour définir qu'est-ce qui n'allait pas déjà, pourquoi ça n'allait pas, mettre en exergue les défaillances et surtout proposer des solutions de réparation en termes de méthodologie, en termes d'équilibrage. Je pense qu'on en parlera de manière relativement importante cet après-midi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'équilibrage est une clé dans la conception des réseaux de chaude sanitaire. Si vous n'équilibrez pas de façon satisfaisante votre réseau, vous ne serez pas dans ces 50 degrés exigés sur la totalité de votre réseau aller-retour. Ce document, le ministère de la Santé, puisqu'il a été publié, et ils ont aussi participé, je les ai oublié de les citer, je m'en excuse, à ce document. Il est téléchargeable, donc c'est un document qui se veut être diffusé le maximum pour que chacun, à son niveau, puisse se l'approprier et pouvoir anticiper ce risque de développement légionnel. On l'a fait également puisque, à la date de publication du guide que je vous évoquais, le DTU, qui sont pour nous les règles de l'art de mise en œuvre, mais également de conception pour l'habitation, notamment dans le domaine de la plomberie, mais c'est vrai pour tous les produits de construction, n'existait pas sur le dimensionnement spécifique des réseaux de chaude sanitaire bouclés. Pour nous, aujourd'hui, c'est une défaillance majeure qui explique la présence de légionelles dans les réseaux. Encore une fois, si vous ne maîtrisez pas la conception et le dimensionnement de ce tuyau qui permet d'assurer en permanence une circulation dans votre réseau pour disposer d'une eau chaude à tout moment de la journée, vous vous exposez à des températures, à des débits qui ne sont plus satisfaisants et donc à des légionelles potentiellement. Le DTU 71 a été mis à jour puisqu'il ne proposait pas de dimensionnement de ce retour de chaude sanitaire. Donc en 2013, ce manque a été pallié avec une méthode proposée. Donc c'est des documents qui sont assez centraux, même s'ils ne sont pas d'application obligatoire pour l'hôpital. Lorsque ces documents sont mis dans le cahier de consultation, de fait, l'entreprise qui va répondre à ces consultations doit le faire suivant ces règles de l'art et ça constitue une pièce marché. Donc il faut forcément que l'entreprise puisse, ou le bureau d'études puisse respecter ce DTU. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, ces documents, donc DTU, je vous le mentionnais, ne sont que d'application obligatoire pour l'habitation, le logement. Les agences régionales de santé au niveau français, qui sont la délocalisation, la décentralisation du ministère de la Santé, même si aujourd'hui il n'y a plus de pilotage central, ont souhaité qu'on aille plus loin et qu'on fournisse directement des cahiers directement pré-rédigés pour maîtriser l'ensemble de la problématique que je vous évoquais, maîtrise de la qualité sanitaire de l'eau et fiabilité des réseaux. Pour qu'on ne puisse plus retrouver des copier-coller de cahiers des charges, de CCTP, qui finalement, on ne prenait pas forcément le temps de bien y réfléchir et on reprenait ce qu'on a vu sur un bâtiment d'à côté qui n'était pas forcément adapté à la typologie du bâtiment qu'on avait à construire. Donc, dans le cadre du plan régional santé-environnement 2010-2013, on a publié 2 documents avec les ARS et encore avec un certain nombre d'acteurs, puisqu'il faut essayer de fédérer et lorsqu'on sort un document qui fait consensus, c'est beaucoup plus facile de l'accepter pour tout le monde et de se l'approprier. Donc on a suivi le même cheminement de groupe de travail.
pour publier 2 documents, un dédié spécifiquement à la conception et un autre sur la maintenance. Pour dire qu'aussi, et là je rejoins ce qui a été mentionné tout à l'heure, que c'est bien de concevoir un réseau avec tous les prérequis, mais c'est mieux de le maintenir pour éviter qu'il se dégrade dans le temps. Et effectivement, si on n'assure pas la maintenance, on peut se retrouver en difficulté et sur des défauts de température notamment qui engendrent le cercle vicieux de la présence de légionnaires. Donc ces documents, je vous invite également à les télécharger si vous le souhaitez. Ils sont accessibles sur le lien que vous pouvez observer. Alors, je pense qu'il y aura peut-être une version simplifiée des présentations qui permettra d'accéder au lien. Donc vous ne précipitez pas peut-être à rédiger ce que vous voyez à l'écran. Ce que je vous évoquais en préambule, c'est effectivement l'évolution du paysage de marques de qualité au CSTB, notamment des marques de certification, où le paysage aujourd'hui était relativement complexe pour les acteurs, avec une multitude de marques de qualité que vous pouvez avoir en bas en fonction des produits qui étaient évalués. Aujourd'hui, progressivement, ces marques s'effacent au profit d'une nouvelle marque qui est QB, Qualité in Building, ou qualité bâtiment, suivant où on peut l'utiliser. L'objectif, c'est bien de pouvoir simplifier ce paysage de certification pour qu'on sache qu'un produit qui relève de cette marque est un produit qui est marqué, certifié et qui a été surtout testé, suivant un certain nombre de critères techniques pour s'assurer de la fiabilité dans le temps du produit. Donc ça, c'est extrêmement important pour que cette marque ne soit plus finalement qu'utilisable sur le sol français, mais également à l'international, pour qu'on puisse faire évoluer les choses et que directement au niveau de la conception, assurer la conception avec des produits de qualité au lieu d'attendre que ce soit la maintenance qui fasse en sorte de, on va dire, lutter contre des produits qui engendraient peut-être des défauts de percement ou des défauts de conception qui seront néfastes pour l'installation. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui a maintenant, on va dire, 1 an et demi ou 2 ans, mais qui est portée par l'ensemble des acteurs du CSTB. Parallèlement à cette marque-là, on a d'autres marques qui sont venues se greffer sur cette marque générale, notamment sur la robinetterie sanitaire spécifique pour les établissements de santé. Alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, on pourra l'évoquer, je vais essayer de passer rapidement en revue. L'idée, c'est de dire, quand on construit du logement ou on construit un hôpital, on n'a pas les mêmes personnes qui vont utiliser l'eau. On a beaucoup plus de fragilité des personnes qui sont à l'hôpital. Donc on se doit d'assurer une qualité de manière certaine de l'eau qui va être distribuée. Il existe une marque spécifique qui est la marque NF existante sur la robinetterie sanitaire, mais à la demande d'un certain nombre d'acteurs, notamment les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, mais aussi les industriels, ils ont souhaité en fait qu'on puisse repérer sur le marché de la robinetterie qui soit spécifiquement dédiée aux établissements de santé en termes de critères techniques. C'est-à-dire que ce soit une robinetterie qui respecte les règles de conception du domaine hospitalier, avec des exigences, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail à ce stade, mais des exigences d'absence de chambre de mélange sous pression, des exigences de vieillissement des matériaux que l'on peut retrouver à l'intérieur, des exigences de conception également sur le fait qu'on ne puisse pas boucler directement dans le robinet, donc ça vous éviterait de faire du multibouclage, qui est une aberration aujourd'hui compte tenu de notre retour d'expérience. Avoir des performances également dimensionnelles. Lorsqu'on a des légionnels dans son réseau, il faut être en capacité de le sécuriser, donc de mettre des filtres de manière rapide. Il faut aussi que ce filtre n'engendre pas des pertes de charge qui fassent qu'on ne puisse plus utiliser l'eau en raison des débits qui soient très très contraints. Donc, tout cela sont des critères de performance technique qui sont validés dans le cadre d'essais, notamment réalisés par le CSTB, pour s'assurer que le produit va répondre à sa fonction dans le domaine où on va l'appliquer. Donc il y a un document technique qui a été publié, qui est aussi accessible, où vous pourrez visualiser l'ensemble des critères techniques à respecter si l'industriel veut avoir son classement, puisque c'est un classement MM pour milieu médical, pour la robinetterie sanitaire, dans le cadre de la marque NF Robinetterie sanitaire. Pour respecter le timing et essayer effectivement de donner la parole à tous les intervenants, je finirai par un transparent qui est un peu, on va dire, qui récapitule un certain nombre de points sans être exhaustif, de vigilance
dans le domaine de la conception des réseaux. Je vous ai mentionné à plusieurs reprises que l'hydraulique des réseaux d'eau chaude sanitaire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de près et être très vigilant pour assurer les débits et les bonnes températures. Mais pas que. Les productions, quelles qu'elles soient, accumulation avec des ballons, semi-accumulation, instantanée, peuvent avoir des défauts de conception, c'est-à-dire qu'on n'a pas agencé de manière correcte l'ensemble de la production en termes d'échangeurs de chaleur et de tuyauterie, qui induisent des départs qui soient plus à la bonne température de 60 degrés nécessaire pour assurer un retour digne de ce nom et aux températures souhaitées. Ici, vous pouvez voir par exemple une pompe de recyclage, donc juste pour faire un tout petit focus. Schématiquement, vous avez une production d'eau chaude ici, une distribution avec des robinets, on est la nuit, il n'y a pas de puisage. Vous avez le retour de boucle qui commence ici, avec une pompe de recyclage qui est mise schématiquement de manière extrêmement importante. Pourquoi ? On lui demande de rassembler beaucoup de débit et de permettre à ramener beaucoup de débit et de HMT compte tenu de la conception de l'installation et des boucles qui ont été mises en œuvre. Si vous ne faites pas attention, ça peut poser d'autres soucis, notamment sur l'organe de réglage la plus favorisée. Elle va devoir absorber, créer une perte de charge fonction de ce dimensionnement. Néanmoins, on le comprend assez vite, sur ce type d'installation semi-instantanée, vous avez une circulation préférentielle la nuit avec une pompe qui est extrêmement importante par rapport au dimensionnement de la pompe de charge qui, elle, est chargée d'assurer le rechargement du ballon, puisque le ballon, lui, répond aux demandes de pointe, de crête, le jour. Donc, la nuit, il va se recharger en eau chaude. Si la pompe, ici, est surdimensionnée par rapport à la pompe de charge, la nuit, vous ne permettez pas à la circulation des boucles d'eau chaude sanitaire de se réchauffer et d'atteindre la température de 50 degrés. Vous ne passez plus par l'échangeur. Donc ça, c'est une erreur de conception qui est constatée sur ces productions d'eau chaude sanitaire. C'est pour vous en citer qu'une, mais il y en a un tas d'autres. Le dimensionnement à droite, c'est un exemple de note de calcul. On voit des longueurs de bouclage très faibles liées sûrement à du multibouclage. Lorsque vous avez des bouclages, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais le bouclage, c'est effectivement, ça fait en sorte de faire retourner l'eau à la production d'eau chaude pour se réchauffer. Si ce tuyau fait 50 cm, ça veut dire qu'on a bouclé au niveau du robinet. On boucle au niveau du robinet avant de se piquer dans l'alimentation ou le collecteur retour qui passe dans le couloir, par exemple. Ce multibouclage va induire un certain nombre de phénomènes sous-jacents qui sont un surplus de débit, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur des pompes extrêmement surdimensionnées, mais également un désordre au niveau de l'équilibrage. Et ce désordre va engendrer d'une part des faibles vitesses, donc on ne sera plus sur la maîtrise de la turbulence nécessaire au niveau de la réduction du biofilm que vous évoquiez tout à l'heure, mais surtout également des survitesses. Et les survitesses sont très dommageables sur certains matériaux où on peut avoir des phénomènes d'érosion-cavitation sur certains métaux métalliques. Donc ça, il faut aussi être extrêmement vigilant, et la visualisation simplement des notes de calcul produites par les bureaux d'études sont très instructifs sur ce qui peut se passer avant la mise en œuvre des réseaux. Parallèlement, vous avez aussi un certain nombre de contraintes, de comportement des produits, de manière générale, qu'ils soient métalliques ou plastiques, en termes de comportement au traitement de désinfection, qu'il soit chimique ou thermique. Je ne sais pas ce qui est réalisé ici, j'espère le découvrir. Lorsque vous avez effectivement des légionnelles dans un réseau, qu'est-ce que vous réalisez? Un choc thermique? Quelle température? Quelle durée? On en discutera. En tout cas, ce qui est pratiqué encore chez nous, malheureusement c'est encore pratiqué, même si dans les guides techniques on dit qu'il ne faut plus le faire, on peut mettre 70 degrés pendant 30 minutes dans l'installation pour justement essayer de tuer les légionnaires. Mais si ce n'est pas équilibré, de toute façon, ces 70 degrés n'arriveront pas dans les bouts qui sont contaminés. Plus fort, c'est que certaines conceptions font en sorte que, de manière hebdomadaire, de 2h à 3h du matin, le mardi ou le mercredi, on va faire un choc thermique, non plus seulement au niveau de la production d'eau chaude, mais sur tout le réseau d'eau chaude sanitaire. Donc toutes les semaines, 70 degrés pendant 30 minutes, ça fait des dégâts très importants sur tout ce qui est accessoire, voire canalisation des réseaux d'eau. Donc ce traitement chimique et thermique, je comprends qu'en situation d'urgence, on peut se dire c'est peut-être la solution, mais il y a des solutions aujourd'hui avec le retour d'expérience qui nous permettent de nous affranchir. Enfin, vous avez les protections sanitaires. Je vous y dis juste deux mots pour simplement vous rappeler
vous rappeler le fait que la protection sanitaire, ce n'est pas seulement au niveau du compteur arrivée générale d'eau dans un bâtiment. Vous avez 3 niveaux. Vous avez le puisage, le piquage et le branchement, là où vous devez mettre des protections sanitaires, qui peuvent être de différentes natures. En clair, si vous ne maîtrisez pas l'ensemble des protections sanitaires en aval du branchement d'eau, donc tous mes petits hexagones jaunes ici, vous devez de mettre un disconnecteur BA. Si vous maîtrisez l'ensemble des protections sanitaires, malheureusement on n'a pas le temps d'en rentrer dans le détail, mais qui sont mis stratégiquement à des points où on a changement de catégorie d'eau, donc de qualité d'eau, vous pouvez vous contenter de mettre un clapet EA contrôlable. C'est une erreur de ma part, je ne l'ai pas mis, je vous ai mis ce qu'il ne fallait pas mettre. Vous avez un clapet ici, EB, non contrôlable, qui est très difficilement repérable puisqu'il est dans la continuité de la canalisation et vous n'avez pas d'accès. Et ce manque d'accès ne vous permet pas de vérifier s'il est toujours étanche. Donc c'est vraiment un problème sur son efficacité. Donc tout ce sujet de protection sanitaire est un sujet non seulement pour les retours d'eau, mais également pour les maîtrises des températures d'eau. On s'est vu avoir des mélanges d'eau en raison de défauts de protection sanitaire dans le réseau d'eau chaude sanitaire. Donc voilà, donc, c'était pour vous dresser un panel rapide, je l'entends, sur les exigences techniques qu'aujourd'hui nous on se donne pour arriver à un réseau qui soit sain d'un point de vue sanitaire et fiable dans le temps. Je vous remercie de votre attention. Alors, je tiens à préciser que la partie de cet après-midi a vocation d'approfondir exactement cette diapo qu'on vient de voir. Donc les ingénieurs hydrauliciens ou les techniciens qui s'intéressent au sujet sont invités à rester cet après-midi pour voir ça en détail, parce que si on rentre trop dans les détails, là, les hygiénistes, je pense qu'ils vont trouver le temps long. Intervenant supplémentaire. Merci Alexandre. Merci à l'organisation, merci pour l'invitation. Je vois que j'étais déjà présenté avec le statut des hôpitaux des armées. Certes, je suis membre de commission des Forces armées royales pour la conception, la réalisation de pas mal d'édifices hospitaliers militaires. Plus haut, d'accord. Mais je suis là beaucoup plus pour mon statut d'universitaire d'une part, en tant que pharmacien clinicien, avec surtout le statut de pharmacien. Et avec le statut de président de la Société marocaine de stérilisation, parce que la stérilisation, par définition, c'est l'ensemble des moyens et des installations nécessaires pour obtenir un état stérile des dispositifs médicaux qui vont entrer dans les soins invasifs et non invasifs. Donc on a besoin, pour avoir un état stérile, un réseau derrière, des installations derrière et surtout de l'eau. Parce que l'eau à l'état vapeur, c'est le procédé de référence en milieu hospitalier pour la stérilisation. C'est d'une part. D'autre part, l'eau comme l'oxygène, c'est un médicament. Et il rentre dans le monopole pharmaceutique parce qu'il répond à la définition du médicament. Toute substance ou produit ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Donc l'eau, c'est un médicament. Et bien entendu, il est soumis au statut et au monopole pharmaceutique, d'où ma présence parmi vous ici. Et je vois qu'il y a pas mal de médecins et de pharmaciens présents parmi nous. Et je remercie l'organisation de nous avoir impliqués et honorés par cette invitation. Alors je vais parler des établissements de santé exigeant sur la qualité de l'eau. Et pour ne pas tomber dans pas mal de redondances, je vais essayer de sursauter pas mal de slides qui ont été déjà présentés par notre ami le docteur Mniki. Alors en guise d'introduction, nos établissements de santé, ils disposent d'un environnement bien entendu. Cet environnement, il est impliqué dans nos gestes de soins au quotidien. L'eau par exemple, l'air, les surfaces, les aliments et les dispositifs médicaux.
La consommation en eau dans l'hôpital dépasse le 1 mètre cube d'eau par malade par jour, c'est-à-dire 4 fois la consommation normale. Le patient à l'hôpital, il est agressé tout d'abord par sa pathologie, par sa maladie. En plus, il est agressé par les gestes de soins sur lesquels il est à l'hôpital. Donc c'est un corps fragilisé et du coup, l'eau mal traitée ou bien une eau mal surveillée peut avoir des conséquences fâcheuses sur notre patient. Et on a dit, je reprends ce qu'elle a dit notre ami docteur Mlegui, que la légionnelle est en partie un grand micro-organisme, mais beaucoup plus opportuniste. Il ne s'attaque qu'aux faibles. Et bien entendu, à l'hôpital, tous nos patients sont immunodéprimés et leur altération générale est altérée et du coup sont vulnérables, beaucoup plus vulnérables à l'hôpital, à la légionnellose qu'à l'hôtel. Alors, la maîtrise de la qualité microbiologique, minéralogique de l'eau s'impose. Et là, il y a plusieurs intervenants dans la conception du réseau de distribution, nécessité de maintenance et entretien des appareils sanitaires, adaptation de la qualité de l'eau aux usages. On va voir que dans les établissements de santé, il y a plusieurs types d'eau et plusieurs indications d'utilisation. Et bien entendu, cette eau, pour garantir la permanence de sa qualité, elle doit être contrôlée et surveillée. La conception des circuits sont rentrés dans la définition de l'eau. Envisager des circuits le plus simples et le plus courts possible dans les établissements de santé, c'est des exigences particulières aux établissements de santé. Éviter toutes les causes de stagnation de l'eau, parce que la stagnation, c'est la pullulation des micro-organismes, surtout la légionnelle, présentée par des coudes, des bras morts et des tronçons peu sollicités. Les différents types d'eau à l'hôpital. Tout d'abord, il y a l'eau potable, l'eau du réseau d'adduction, eau d'embouteillé et eau de fontaine réfrigérée. L'eau bactériologiquement maîtrisée, c'est l'eau propre et l'eau ultra propre qu'on utilise. L'eau propre qu'on utilise dans les stations de kinésithérapie et aussi qu'on utilise dans les jauges de lavage des mains, lavage chirurgical des mains. Eau stérile conditionnée, c'est surtout pour les préparations parentérales injectables et pour les stations de production de l'eau pour hémodialyse, qui est nécessaire pour la dilution des électrolytes nécessaires pour le remplissage des patients hémodialysés. Aussi, on a les eaux techniques, c'est l'eau qu'on utilise pour la stérilisation, la production de dispositifs médicaux réutilisables, stériles et textistériles. L'eau chaude sanitaire pour la douche préopératoire et pour l'hygiène du patient. L'eau de climatisation aussi avec un taux d'humidité et bien entendu qui rentre dans le circuit de traitement de l'air dans les zones confinées, bloc opératoire, réanimation et zones d'isolement. Et l'eau de production de glace, la glace aussi qui rentre dans la conservation, dans le transfert et la transplantation de certains organes. Sans oublier bien entendu l'eau usée produite par les établissements de santé qui est chargée par des micro-organismes pathogènes et des produits chimiques aussi cancérigènes et autres, voire même de la radioactivité parce qu'on a des centrales de radiopharmaceutiques qui produisent ce qu'on appelle les traceurs de radio utilisés dans l'imagerie médicale. Donc les eaux usées aussi, il ne faut pas passer à côté parce qu'ils auront un impact direct sur l'environnement et bien entendu un impact indirect sur la santé globale de notre population. Les différents types d'eau qu'on a vus, ils sont produits par différents moyens et installations. Tout d'abord, l'adoucissement, la déminéralisation, la filtration, l'osmose inverse, la distillation, les traitements par stérilisation. Alors l'adoucissement, il va traiter, je ne vais pas rentrer dans les principes de ces procédés de traitement, vous les connaissez si bien, mais moi je vais poser juste des points d'interrogation, d'exclamation que vous allez partager ou pas avec moi. Alors, l'eau adoucie, c'est une eau appauvrie en calcium. On utilise des résines qu'on va régénérer par du sodium. On va
débarrasser cette eau du calcium et du magnésium, mais on va la charger avec du sodium. En fin de compte, on va produire une eau légère en calcium et en sodium, mais il est enrichi en sodium. Moi, je me pose la question sur ses conséquences sur les installations d'abord, les dispositifs médicaux et le réseau d'eau. L'eau déminéralisée, la nature n'accepte pas le vide. Alors une eau déminéralisée, il va faire appel aux minéraux tout le long de son voyage dans la canalisation. Alors l'eau produite finalement, il sera en état d'équilibre, bien chargée par d'autres minéraux de quelle nature, selon la nature de la canalisation, bien entendu. L'eau osmosée et purifiée, c'est une eau pure, mais bien entendu, ce n'est pas une eau stérile. Le stérile ne stérilise pas. Et une eau purifiée, déminéralisée, là aussi, c'est une eau très avide qui va arracher les minéraux des canalisations. Et à la fin de son voyage, on ne va pas obtenir une eau ni purifiée, ni déminéralisée, mais bien chargée par les minéraux de la canalisation. Alors, la distillation, là aussi, c'est une eau purifiée, déminéralisée, mais on sait très très bien, c'est une eau à corrosivité très importante et elle est très agressive sur la canalisation. Alors la filtration, là aussi, on va filtrer que les particules filtrables, mais tout ce qui est dissous, il passe. On va le récupérer à la fin. Le traitement par les ultraviolets, tout d'abord, c'est un procédé qui n'est pas stérilisant d'après la pharmacopée européenne, la pharmacopée française et américaine et japonaise et asiatique. Il n'a pas de place dans la pharmacopée comme procédé officiel de stérilisation. Peut-être c'est un procédé de désinfection, mais il ne stérilise pas. C'est d'une part. D'autre part, il est toujours placé une place bien déterminée dans le réseau, mais il y a toujours une partie des réseaux jusqu'à la sortie d'eau qui n'est pas traitée. Donc, en fin de compte, on va désinfecter, mais recontaminer avant usage de château traité par ce système. Le système de traitement par électromagnétique de l'eau. C'est un système qui va complexer les sels minéraux dissoutes, quelle que soit leur nature, ions ou cations. Il va d'après le principe, il va les complexer de telle façon qu'ils vont perdre leur pouvoir corrosif et pouvoir adhésif sur la canalisation. Ils vont rester en suspension dans l'eau, mais leur impact sur l'autre produit fini, qui est les dispositifs médicaux réutilisables dans les établissements de santé stériles ou désinfectés, on ne sait pas. L'eau hexagonale, l'eau miracle, l'eau binite, c'est l'eau Zamzam synthétique. C'est une eau qui a un pouvoir pénétrant incroyable intra-extracellulaire, avec un système de boosting métabolique intracellulaire qui va donner une énergie incroyable de revivification cellulaire. C'est une eau thérapeutique par constat, mais maintenant qu'on peut la produire. Aussi, cette eau, il a été constaté qu'elle nettoie la canalisation. Et aussi, il a un effet bactériostatique sur pas mal de micro-organismes, y compris la légionnelle. Les stations de décontamination, c'est des stations de traitement des eaux usées. Et bien entendu, la législation nationale en termes de traitement des déchets liquides ne se prononce pas encore. Donc à l'hôpital, on a besoin de l'eau pour la stérilisation de dispositifs médicaux réutilisables, tout le process de la pré-désinfection, de bio-nettoyage automatisé au manuel jusqu'à la stérilisation. On aura besoin aussi de l'eau pour l'hémodialyse et la climatisation et la douche des patients et du personnel aussi. Canalisation à protéger et installation technique de soins à protéger aussi avec de l'eau traitée. Je reviens à la notion de biofilm. Et là, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à mon ami Mligui a ajouté sur la formation de biofilm. Dégradation de la qualité d'eau, il affecte cette formation de biofilm. Il affecte les qualités organoleptiques, le goût et l'odeur de l'eau. Et aussi, le biofilm, c'est des micro-organismes en agrégat. Et soit c'est de la légionnelle, des mycobactéries ou c'est des pseudomonas qui vont voyager dans les canalisations, adhérer sur la canalisation grâce à ce biofilm. Le biofilm,
diversifier dans l'eau des matières organiques complexes dans une fraction et biodégradable. Mais malheureusement, le biofilm, c'est un bouclier de protection des micro-organismes qui rend les micro-organismes en suspension dans l'eau, protégés par ce bouclier, résistants même aux traitements thermiques et traitements chimiques par la chloration, par tous les produits de désinfection de canalisation. Le biofilm, absorption des bactéries sur des surfaces et aussi adhérence par sécrétion d'azésine et d'exopolymères qui permet toujours la protection des micro-organismes des agressions externes. Le biofilm, ensemble de cellules microbiennes, si on veut parler de sa structure, adhérent à la surface des matériaux, enchevêtrés, fibres saccharidiques, lipidiques et protéiques, dépôts minéraux ou de corrosion. Donc en fin de compte, le biofilm, il va finir par avoir une dynamique d'adhésion et de transfert de contamination via le réseau d'eau. Le biofilm a une taille microscopique, mais très forte, résistante aux agressions extérieures, le chlore, l'ozone, l'ultraviolet, même au choc thermique. La biocontamination, donc il permet le transfert de contamination via la canalisation. Là, juste les caractéristiques, la formation du biofilm, il y a des matériaux, des réseaux qui sont favorables à l'adhésion du biofilm, d'autres pas. Par exemple, on voit ici, d'après cette diapo, que j'ai vu dans une publication qui a été publiée dans les Pays-Bas, que le CPVC, il adhère moins le biofilm. C'est un matériel peu propice à la prolifération, l'adhésion du biofilm. Par contre, on voit l'acier inoxydable, le PPR, polypropylène, polybutylène, ils sont beaucoup plus favorables à l'adhésion du biofilm et l'entretien du biofilm, vu que c'est des surfaces très corrosives. Alors ici, on voit ici aussi le pouvoir de formation du biofilm par des matériaux. On voit toujours que le CPVC, c'est le moins adhérent. Le plus adhérent, c'est le silicone. Et puis le polyéthylène aussi, il est favorable à l'adhésion du biofilm. Vu microscopiquement par le microscope à balayage électronique x500, le CPVC, après utilisation, c'est-à-dire utilisation dans la canalisation, c'est des matériaux qui peuvent être attaqués superficiellement par des craquures et des très petites piqûres. Et c'est ça ce qui va constituer à long terme, au moyen terme, des sites de corrosion qui vont constituer des niches de prolifération du biofilm. On dit biofilm, entité de protection des micro-organismes, soit pseudomonas, soit la légionelle. Le cuivre aussi, attaque des joints, des grains, stries de mise en forme plus marquées après traitement par l'eau. Donc là aussi, le cuivre constitue un matériel très propice pour le développement et le transfert du biofilm. Le polyéthylène aussi, érosion sélective avec perte de matière après usage et phénomène d'écaillage, ce qui va constituer par la suite des sites de corrosion et des niches pour le développement du biofilm. En conclusion, pour être bref, plusieurs types d'eau à l'hôpital, plusieurs indications et utilisations, risques chimiques et biologiques via le biofilm, porteur de pas mal de micro-organismes de nature et de formes très diversifiées. L'eau du réseau, il a un impact clair sur la santé via les installations techniques. Quel matériel utiliser? PVC, CPVC, cuivre ou autre. Je laisse les professionnels se pencher et plancher cette question. Nous, utilisateurs dans les établissements de santé, on veut avoir une eau sainte, sécurisée, qui ne soit pas porteuse de pathologies, parce que nous sommes à l'hôpital pour guérir les patients contre les pathologies et non pas pour leur inoculer
des pathologies infectieuses via l'eau. Enfin, l'eau n'est pas indispensable à la santé. L'eau, c'est la vie. Plutôt, l'eau n'est pas indispensable à la vie. L'eau, c'est la vie. Et je vous remercie.